Alors, je continue. Les vidéos précédentes, elles portent sur la réalité et sur le monde non réel. Et dans celles-ci, celles qui vont suivre, je veux vous partager mes connaissances que j'ai enseignées, c'est-à-dire expliquer comment notre monde intérieur, ou ce que j'ai appelé notre conscience, influence notre réalité, notre existence. Alors, en psychologie, on s'est beaucoup intéressé au monde intérieur, puis on a réalisé qu'il y avait une correspondance entre est-ce que vous êtes heureux ou malheureux intérieurement et la réalité que vous expérimentez. Alors, ça ne se fait pas juste dans un sens, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez une vie malheureuse ou heureuse que vous êtes heureux. On a réalisé que votre bonheur intérieur, il influence aussi votre perception de la réalité, mais aussi vous créez votre réalité. Alors, ce que je vais vous expliquer dans ces prochaines vidéos, vous allez les retrouver, vous allez retrouver le contenu dans les livres que j'ai écrits. Alors, que ce soit Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires, Soyez heureux sans vous casser la tête, Malade et heureux, point d'interrogation, Le fou, ou encore L'homme qui dialoguait avec la nature, sont tous des livres qui partent de mes connaissances en psychologie positive et livres qui sont offerts à téléchargement libre sur mon site lucymandeville.com, ou encore vous pouvez vous les procurer en papier, là, en imprimé, en commandant directement sur mon site internet. Vous allez avoir accès à un clic vers lulu.com, qui n'est pas une compagnie qui m'appartient, là, c'est tout simplement une compagnie qui propose aux auteurs, par exemple, de vendre leur ouvrage. Et dans ce cas, je suis assez contente de vous dire que je ne prends pas de profit parce que je crois à l'économie du don. Je crois qu'on peut vivre très simplement avec un petit revenu pour l'instant, dans cette phase de transition, avant de pouvoir de plus en plus échanger entre nous sans cet intermédiaire qu'est l'argent. Alors voilà. lucymandeville.com, c'est mon site et c'est un site qui me permet d'être libre d'expression, qui me permet de sortir des médias sociaux, éventuellement ou le plus possible, pour ne pas être incohérente et continuer d'encourager des gens qui, de mon point de vue, contribuent à ce monde non réel que je dénonce. Alors voilà, comment la conscience heureuse influence notre réalité. Après avoir vécu toute notre vie dans un monde non réel, on peut se retrouver un peu comme un vautour qui a passé sa vie dans une cage et qu'on veut libérer. Alors vous êtes peut-être tombé sur cette belle vidéo où il y a des gens qui apportent une cage, à l'intérieur il y a un vautour au-dessus d'une falaise et qui le libère. Et on observe le vautour prendre vraiment beaucoup de temps, hésiter longtemps, regarder les gens qui l'observent et se demander « est-ce que je peux voler encore? » Alors on se retrouve un peu comme ça en se demandant « est-ce que je peux retrouver mon pouvoir relié à mon instinct, connecté à la réalité? » Un peu aussi comme cette petite métaphore de l'aiglon qui naît dans une basse-cour et qui se fait dire par sa maman poule qu'il ne peut pas voler alors qu'il voit les aigles voler et aimerait tellement les rejoindre. Nous sommes des aiglons, nous sommes des aigles qui avons vécu dans une basse-cour. Alors nous sommes des humains avec un plein potentiel qui avons vécu dans un monde non réel et qui peuvent retrouver leur instinct. Qu'est-ce que c'est la conscience? Il y a plusieurs définitions qu'on peut en donner et je crois en fait qu'à la limite, une conscience, comme l'âme par exemple, ne se définit pas parce que c'est quelque chose qui dépasse les mots qu'on a dans ce monde terrestre. Mais voyons,
je peux m'essayer en proposant ma définition. La conscience ne se limite pas au cerveau, parce que souvent, on parle conscience en montrant notre tête. Mais pour moi, la conscience, c'est notre être entier. C'est une présence, une attention sans tension. Une présence à une expérience qu'on vit et de laquelle on peut tirer des connaissances. Alors, les connaissances, on peut les tirer de nous-mêmes en vivant une expérience. Alors, donc, une attention sans tension, une forme de présence à une expérience. C'est intéressant, la meilleure façon ou une des façons pour comprendre ce que c'est la conscience, c'est de vous mettre à penser à quelque chose, n'importe quoi, puis de vous demander qui pense. Qui pense au moment où je pense? Qui ou quoi pense? Et c'est ça, cette conscience. La psychologie positive, pour vous parler de cette conscience heureuse, là, je commencerai par la psychologie positive. Elle s'est positionnée en réalisant que la psychologie, jusqu'à tout récemment, ne s'est intéressée qu'à la pathologie, à la maladie, un peu comme la médecine ne s'est intéressée qu'à la maladie. Toutes les recherches subventionnées portaient sur la dépression, l'anxiété, les troubles de personnalité. Et Maslow, en 1950, disait « C'est quand même étonnant qu'on ne se soit pas intéressé en psychologie à la personne qui va bien. » C'est vrai que ça peut nous surprendre un peu tout de même. Puis il proposait l'analogie d'un coureur qui veut faire les Olympiques et qui passerait toute sa carrière de coureur à s'intéresser aux gens qui ratent leur course, qui ne sont pas bons à courir. C'est un peu la même chose en psychologie. Pourquoi s'intéresser qu'aux personnes qui ne sont pas bien? Les personnes qui vont bien, qui sont heureuses, peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Et si on creuse le sujet autant qu'on le fait pour la maladie, on peut apprendre des choses qui peuvent aider les gens qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas bien. Alors la psychologie positive, c'est ça. J'ai remis en question beaucoup de paradigmes ou de postulats plutôt qu'on a imposés. En psychologie, un postulat, c'est une idée qu'on ne remet pas en question. Et ça n'est une. De s'intéresser strictement à la maladie, c'est un postulat. Un autre postulat, c'est l'idée que le passé est le principal déterminant de notre présent. Et on ne remet tellement pas ça en question qu'il y a plein d'approches qui se sont développées sur cette base-là. Et on continue. Lorsqu'on se pose des questions sur nos problèmes actuels, on revient vers le passé. Et on a la preuve que c'est pas vrai, c'est faux. Cette idée-là est fausse. La preuve, c'est le fait que si vous avez vécu dans une famille de 4 enfants, vous avez le même passé, mais vous n'avez pas le même présent. Il n'est donc pas le principal déterminant. Il y a d'autres choses qui interviennent. D'ailleurs, il n'y a aucune recherche qui démontre le lien entre une analyse approfondie de votre passé et les solutions qui vont vous permettre d'être bien maintenant. Et je vais même plus loin en proposant l'idée que votre présent est peut-être autant déterminé par votre futur que par votre passé. Le temps étant vu d'une manière différente que d'une manière linéaire, on peut penser que le passé et le futur existent au même moment que le présent et que ce sont des forces, d'une part, qui poussent, le passé pousse vers le présent et le futur attire vers lui-même, attire le présent vers le futur. Vous voyez, des forces qui agissent. Et ce qui permettrait de comprendre pourquoi, même si vous êtes né dans une famille, que maintenant, ce que vous pensez de la réalité n'est pas pareil, et que vous avez pris position, par exemple, et que vous entreprenez des actions pour sortir du monde non réel,
Peut-être que ça peut s'expliquer à partir du futur, de ce que vous allez vivre dans le futur, de ce vers quoi vous vous dirigez, de votre destinée. Il y a tout plein de questions qu'on peut se poser sur le temps, mais je propose cette idée, si vous voulez la considérer, que ce que vous êtes présentement, ce que vous vivez, ce que vous choisissez de faire présentement est peut-être influencé par votre futur. D'ailleurs, il serait possible d'étudier ça, alors qu'on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, là. On y était avec une approche causale, en essayant de voir du passé vers le présent, qu'est-ce qui peut expliquer le présent. Mais on pourrait très bien prendre notre présent actuel et se poser la question en quoi les choix qu'on a faits dans le passé peuvent avoir été influencés par notre présent. C'est juste une façon différente de voir les choses. Et ça permettrait de proposer une autre approche que celle qui est causale, autant, en psychologie. Donc, je pourrais continuer et puis vous partager les différentes questions que je me pose au sujet des postulats en psychologie, mais la vidéo présente ne porte pas là-dessus, alors je vais continuer. Donc, qu'est-ce que c'est la psychologie positive? C'est une science qui a choisi le terme positif tout simplement pour dire qu'on n'est pas que des malades mentaux, comme le prétendaient les approches antérieures qui ont étudié à fond les psychoses, les névroses. On a aussi des forces, des belles qualités, et c'est un peu comme si, comme psychologue ou comme chercheur, dans cette approche, on a ce qu'on pourrait considérer des formes de lunettes à foyer, à double foyer. On a un foyer, une partie de notre regard, notre attention est portée sur ce qui ne va pas bien. Bien sûr, quand une personne nous consulte en psychologie, elle nous consulte parce que ça ne va pas, sinon elle s'en passerait de payer un grand montant là, pour consulter un spécialiste. Alors, on a une empathie pour ce qui ne va pas, pour les malheurs, pour les problèmes. Puis, on va prendre le temps qu'il faut pour accueillir cette souffrance-là et la considérer. Mais on a une autre partie de notre regard qui est portée sur ses forces, sur le fait qu'elle a bien quelque chose, des compétences, des qualités qui lui permettent de survivre malgré cette souffrance. Et on s'intéresse à ça. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de traverser tous ces moments difficiles et qui t'amènent vers moi? C'est une question qu'on peut poser quand on est en thérapie et qu'on est un psychologue et qui veut mettre l'emphase aussi sur les belles capacités d'une personne. On s'est beaucoup intéressé au bonheur en psychologie positive, mais aussi à la gratitude, au pardon, à la gentillesse, à toutes ces qualités, ces forces qu'on a discréditées dans la psychologie traditionnelle et qui ont un réel pouvoir sur notre vie personnelle et relationnelle. Je pourrais, c'est sûr, vous en parler très longtemps. Vous allez retrouver beaucoup d'informations dans mes livres. Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires, c'est un livre qui ramasse tout ce qu'on sait sur le bonheur. Puis on sait, entre autres, que l'une des, on va dire, équations qui fonctionne, c'est lorsque la personne apprécie ce qu'elle a davantage que désirer ce qu'elle n'a pas. Alors, imaginez une équation où ce qui est au-dessus, c'est apprécier ce qu'on a déjà, et en dessous, c'est désirer ce qu'on n'a pas. Quand la personne est dans ce mode-là, elle est heureuse. On sait que le bonheur fonctionne par contraste, comme le malheur d'ailleurs. C'est toujours un contraste. On est heureux quand le soleil sort après la pluie. Puis on est heureux, encore une fois, quand le nuage arrive, quand on est au soleil et qu'on a chaud. Le contraste, un peu comme cette... vous savez, quand on ouvre un sac de chips, on prend une première chips, on la trouve tellement bonne. Et on continue de manger et l'effet que ça a sur nous, c'est vraiment pas pareil comme la première chips. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, on finit le sac souvent parce que ça nous donne plus, on n'a plus la même sensation, le bien-être qu'on peut ressentir. Alors bon, alors je pourrais continuer, mais je m'arrête là, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est
la psychologie positive. Et comment se fait cette influence dont je vous parle, l'influence de cette conscience heureuse sur notre réalité de façon très, très simple, je vais vous l'expliquer. Et après, j'irai avec des choses qui sont un peu plus subtiles. Mais imaginons que nous avons tous ce qu'on appelle un filtre perceptuel, c'est-à-dire que dans notre tête, c'est-à-dire notre capacité cognitive, nous amène à percevoir la réalité à partir des informations qu'on a depuis notre naissance. Tout ce qu'on a appris avec nos parents, ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a appris après en écoutant les médias, construit un filtre perceptuel, c'est-à-dire qu'on va percevoir la réalité à partir des connaissances qu'on a déjà. Et c'est pour ça que c'est tellement important de considérer les connaissances qui circulent en ce moment parce que c'est ce qui nous permet de percevoir la réalité et ce qui fait que les informations sont tellement un instrument de manipulation des masses en faisant circuler certaines informations. Donc, la conscience, c'est cet état d'être qui est influencé par les informations qu'on a et qui nous amène à percevoir la réalité. Donc, je vous donne un exemple qui s'applique à une personne. Vous êtes devant une personne et vous allez la percevoir d'une certaine façon et vous allez créer cette personne. Ça pourrait être la même chose devant une situation. Alors, imaginez que je suis devant une personne que je ne connais pas, mais il y a une de mes amies qui m'a parlé d'elle avant que je la rencontre. Elle a donc rempli mon filtre perceptuel de ce qu'elle m'a dit sur elle. Imaginez qu'elle m'a dit que c'est une personne hyper gentille, très intelligente, qui en connaît plein sur tel et tel sujet, qui est très agréable à être en contact, généreuse. Elle m'a parlé beaucoup d'elle en termes positifs. J'arrive devant elle et mon filtre perceptuel qui est rempli de qualités fait que je vais sélectionner les informations qui viennent d'elle, parce qu'il y a plein d'informations qui viennent d'une personne qui est devant moi, autant sa façon de s'habiller, sa façon de se tenir, son regard, ses cheveux, tout ce qu'elle va dire, évidemment. De ce qui vient d'elle, je vais sélectionner l'information qui est en correspondance à celle qu'on m'a donnée sur elle. Et donc, je vais certainement percevoir davantage son sourire, ses yeux qui me regardent, son attitude très ouverte que d'autres choses. Donc, je perçois cette personne à partir des connaissances que j'ai d'elle. Si cette amie m'avait dit, tu vas voir, c'est une fille détestable, c'est quelqu'un, c'est pas agréable, c'est quelqu'un qui, vous savez, est gratteuse, là, elle aime pas partager, elle est plutôt fermée. Alors, imaginez la différence de perception que j'aurai de cette personne. Je vais sélectionner les informations qui confirment l'idée que j'en ai déjà. D'où l'importance évidemment de n'avoir pas qu'une source d'information. On dit une personne qui va se faire sa propre idée, va soit prendre du recul par rapport à l'information qu'elle a, ou encore va avoir une variété d'informations différentes, donc qui lui permet de se faire une idée, de sélectionner les informations qui viennent d'une situation ou d'une personne de manière plus libre, on va dire. Et quand je dis, non seulement on crée notre réalité, mais non seulement on perçoit notre réalité, mais on la crée aussi. Imaginez que avec ces informations, je vais me comporter de manière cohérente à la gentillesse, par exemple, que j'ai perçue. Alors, je vais aller vers elle, je vais m'intéresser à elle, je vais l'écouter. Et ça, je vais le faire inconsciemment. Et ça va être perçu aussi inconsciemment par l'autre qui va me renvoyer une réponse qui correspond aux attentes que j'ai. Mais si on m'avait dit que cette personne est désagréable, je ne me serais peut-être pas comportée de la même façon. Je l'aurais peut-être évitée. Je l'aurais moins regardée, j'aurais moins pris de temps de parler avec elle. Et elle aurait perçu ça, ce comportement-là, et de façon inconsciente aussi, m'aurait renvoyé une réponse qui correspond à l'idée que j'ai d'elle. Alors voilà comment on crée notre réalité. Toutes ces informations qu'on a dans la tête
crée à la fois influence notre perception et crée notre façon de nous comporter vis-à-vis de la situation qui nous renvoie une réponse à ce qu'on perçoit. Donc, quand les gens viennent nous consulter en psychologie, dans le temps où j'étais psychologue, et qu'ils nous racontent une personne, qui nous raconte une situation, on sait qu'il y a une partie de ce qui est raconté qui leur appartient, comme on dit. Ils nous décrivent leur filtre perceptuel et on peut donc travailler sur ce filtre pour donner plus de pouvoir relationnel, par exemple, à la personne qui nous consulte. J'ai parlé dans la première vidéo du fait que tout est énergie électromagnétique, puis qu'on est attiré ou repoussé dans nos relations avec les objets, avec l'environnement, mais avec les personnes aussi. On peut se percevoir un peu comme, vous savez, les insectes ont des antennes. Nous aussi, on a une capacité de recevoir de l'information et d'émettre de l'information. Et ce n'est pas seulement avec nos mots, c'est aussi avec notre attitude, puis avec nos sens, puis avec notre sixième sens, comme on peut dire. Alors, il y a des attitudes qui nous permettent d'émettre, on va dire comme ça, d'émettre une forme d'énergie positive qui va nous attirer aussi du positif. La gratitude, c'est une attitude qui a beaucoup été étudiée, autant dans les philosophies que dans la psychologie. Et les sages en parlent comme étant une attitude qui va nous permettre de créer une vie, une existence heureuse. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque vous êtes en gratitude, peut s'enclencher une forme de spirale ascendante où on est de plus en plus en état de gratitude et en même temps, la vie nous renvoie cet écho de la gratitude en nous faisant vivre des expériences heureuses. La gratitude en lien avec notre vie future, puis encore avec cette idée d'énergie, on peut influencer notre futur, proche et lointain, en ayant une image de ce que l'on souhaite, on va dire ça comme ça, une image avec laquelle on éprouve cette gratitude. Alors, on imagine un futur, une expérience qu'on souhaite vivre, et on éprouve cette gratitude intérieure. Une gratitude et un bonheur, comme si on le vivait. Et ça aussi, ça a été étudié, on en a parlé beaucoup aussi, de cette capacité d'influencer les expériences qu'on va vivre, en éprouvant comme si elle allait advenir, en éprouvant dans le présent, comme si elle allait advenir, avec bonheur et gratitude. La gentillesse, c'est étonnant comme ça a été discrédité. On nous a dit, si vous êtes gentil, vous n'êtes pas intelligent. La gentillesse, c'est probablement une attitude de base qu'on a dès notre naissance. Et ça a été discrédité, je dis avec dessein. On ne voudrait pas que notre société soit faite de personnes gentilles les uns avec les autres. Et pourtant, cette gentillesse, elle a un pouvoir. Vous obtenez ce que vous voulez avec de la gentillesse sincère. Alors, je vous donne un truc que j'appelle le truc de la sandwich. Vous êtes en relation avec quelqu'un et vous avez une demande à faire, par exemple. Vous commencez à partager de façon sincère une chose positive ou des choses positives que vous reconnaissez chez l'autre. Vous lui dites comment vous l'appréciez, comment elle est importante pour vous, ce qui est vrai pour vous. Et après, vous pouvez faire une demande. J'aimerais te demander un service. Et cette gentillesse-là, au départ, elle crée de l'ouverture. C'est la même chose lorsque vous voulez partager une information qui n'est pas positive. Vous commencez par créer cette ouverture pour qu'elle reçoive cette information qui n'est pas positive. Dans les dernières années, on a eu tendance à partager une information qui n'était pas nécessairement négative, mais sans rien dire de très positif au départ. Ce
ce qui a créé de la fermeture. Bien sûr que si, par exemple, vous êtes devant une personne qui a eu peur d'un virus et que vous arrivez en partageant ce que vous savez sur le contrôle de l'organisation de l'OMS, bien, vous faites simplement ajouter une nouvelle peur, vous créez de la fermeture. Ça crée de la dissonance cognitive. La personne ne veut pas l'entendre parler parce que ça devient intolérable, ces peurs après d'autres peurs. Alors, de créer de l'ouverture vous permet d'aborder, c'est comme la sandwich, le pain. Ensuite, vous mettez le jambon, qui est une information qui est moins négative, et vous terminez avec une autre tranche de pain qui représente quelque chose de positif, pour faire en sorte que votre relation, elle soit positive aussi. Que le souvenir de cette relation, de cette interaction que vous avez eue, elle reste positive pour la personne. Et si vous avez vraiment à cœur d'avoir des belles relations avec les autres, c'est une façon d'interagir qui fonctionne. Et c'est simplement basé sur des connaissances en psychologie qu'on a. Et encore une fois, on peut être très authentique en étant gentil et intelligent aussi, en utilisant les connaissances qu'on a. L'humour, la joie, ça aussi, c'était discrédité comme étant quelque chose de pas très important dans notre existence. Et pourtant, l'humour, c'est le facteur de longévité d'un couple. L'humour, c'est très important. C'est comme de l'huile qu'on met dans une relation qui est difficile. Ça permet de dédramatiser. On peut dire n'importe quoi avec humour, d'ailleurs. On peut sortir des conflits avec humour. Notre joie peut être contagieuse. Ce n'est pas toujours le cas en passant parce que ça doit être pris avec nuance, tous ces concepts qu'on développe en psychologie. Une joie peut créer de la contagion. Si on se met à rire, on peut parfois voir les autres, avoir envie de rire. Par ailleurs, quand on est joyeux, heureux, il est possible que l'autre ne se sente pas bien, se sente médiocre parce qu'il n'arrive pas à être aussi heureux que nous. Alors, c'est à utiliser avec compassion pour l'autre. C'est ça, depuis Norman Cousin, il était un journaliste scientifique, il a eu un diagnostic d'une maladie qui avait de grandes chances de l'empêcher de marcher pour toute sa vie. Et il a fait une expérience, il est sorti de l'hôpital, il a arrêté les soins qu'on lui donnait, et il s'est installé dans une chambre d'hôtel et s'est fait suivre par un ami qui était médecin. Et il s'est soigné lui-même avec des films drôles. Et il a guéri. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à y avoir beaucoup de recherches du lien entre la joie, l'humour, le rire, le sourire et la santé physique. Voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Malade et heureux », point d'interrogation, qui partage beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu la maladie en étant heureux. Alors, pour plusieurs d'entre eux, même si c'était une maladie incurable, même si c'était une maladie très grave, plusieurs ont dit qu'à partir du diagnostic, ils sont devenus plus heureux qu'avant. Alors, comment expliquer ça? Bien, lorsqu'on est très, très malade, si je veux reprendre ce que j'ai dit initialement dans d'autres vidéos, bien, on sort du non-réel. On redéfinit nos priorités, on redécouvre des amitiés qui sont vraiment précieuses. Alors, c'est intéressant de voir que la maladie, nos incapacités, nous amènent à ne plus pouvoir vivre l'intolérable qui est ce monde non réel. D'ailleurs, il y a des gens qui me demandent parfois, mais ça doit être dur de redevenir authentique, de retrouver ses pouvoirs. Et ce que je dis, c'est que c'est beaucoup plus dur. Ça nous met bien plus sous une tension que d'être aliéné tout le temps, de vivre à côté de soi-même, en n'étant pas soi-même. Donc, malade et heureux, bien, deux exemples que je vous partage. C'est un homme qui vivait une vie de jet-set. Il voyageait beaucoup, il avait un travail très rémunérateur, il prenait des avions tout le temps, mais il travaillait des heures aussi insensées, mais il y avait une vie très compensatoire avec ces compensations là, dont j'ai déjà parlé. Là. Et là, il se fait diagnostiquer une maladie.
qui n'est pas traitable, lui dit-on, et là, il arrête de travailler. Il arrête cette vie de jet-set et il se met à rencontrer des gens qui l'ont marqué dans sa vie pour leur partager en quoi ils ont été importants pour lui. Et il va faire ces rencontres-là avec eux en célébrant la vie en leur compagnie. Et il dit, il a vécu 100 jours après le diagnostic, il a écrit un livre à travers ça et il dit que c'est les 100 plus beaux jours de sa vie. Et il y a un autre exemple d'un Grec qui vit à New York, qui se fait aussi diagnostiquer une maladie qu'on ne peut pas soigner. Alors on lui dit « prépare tes affaires » et tout ça. Et il décide de retourner sur son île natale. Et là, il s'installe dans son lit et il attend la mort. Et il attend, il attend. Et là, les amis qui l'avaient savent qu'il est revenu. Alors, ils commencent à le visiter. Puis là, chaque soir, ils prennent un bon coup. Ils s'amusent ensemble, ils rient. Et continuent d'attendre et la mort ne vient toujours pas. Et là, il se dit, ben, je vais faire un jardin. Ce ne sera pas pour moi. Ce sera pour ma femme, pour ma mère qui est là autour de moi. Et il y a un article qui a été écrit dans le New York Times sur lui, sur sa vie. À cette époque-là, il avait 97 ans et il attendait encore la mort. Alors, il y a cette vie dans le monde non réel qui fait qu'on est quasiment des morts vivants. Et il y a cette autre vie qu'on peut redécouvrir quand on est frappé par une crise, par une maladie, mais par une crise aussi extérieure qui nous réveille, qui nous choque et qui nous amène à décider de vivre autrement, plus simplement, avec des attitudes qui sont associées à notre bonheur. Il y a dans ce livre aussi les regrets des mourants. Il y a une infirmière qui a fait une recherche avec des mourants, leur demandant quels sont leurs regrets. Et je vous présente les 5 principaux. Le regret de ne pas avoir eu le courage de vivre une vie à mon image et de ne pas avoir réalisé la moitié de mes rêves. Le regret d'avoir trop travaillé et de ne pas avoir été un compagnon très présent ou de ne pas avoir vu mes enfants grandir. Le regret de ne pas avoir exprimé mes sentiments et entre autres de ne pas avoir dit aux gens que je les aimais, de ne pas avoir été authentique. Le regret de m'être éloigné de mes anciens copains. Il faut comprendre que lorsque la mort approche, ce qui compte, c'est entre autres l'amour et l'amitié. Et quand on est dans un état en soins palliatifs, on n'a pas la force de retrouver nos vieux amis. Puis enfin, le regret de ne pas avoir réalisé que le bonheur, c'est une question de choix, d'être resté dans mes vieux patterns, de m'être contenté de ce que j'avais. Alors je me dis, c'est peut-être intéressant de le savoir avant d'être dans un état tout près de la mort. À la fin de ma carrière universitaire, j'ai écrit Le Fou, qui était un livre pour me faire plaisir, un livre tout à fait différent des autres, qui est un conte initiatique, qui raconte l'histoire d'un homme qui en sait beaucoup, beaucoup trop, et qui cherche ce qu'il a perdu. Et on découvre à la fin du livre que ce qu'il a perdu, c'est pas ce qu'on pense. Et il apprend que c'est pas une question d'apprendre des choses supplémentaires, mais plus de désapprendre. Et c'est là où je reviens à l'idée que, bien qu'on a vécu dans un monde non réel, on n'a pas perdu complètement notre réel pouvoir. Un pouvoir qui est associé à notre instinct, qui est l'intelligence de la vie. Alors, juste quelques exemples pour montrer qu'on n'a pas perdu ce pouvoir-là. Notre corps, alors c'est intéressant parce que la conscience, la manière dont on en parle dans certaines approches spirituelles, la conscience exclut le corps. Et pour moi, c'est important. Ce corps, il nous envoie des signaux, il nous parle. Il nous dit quand on a faim, quand on est fatigué. Notre fièvre, c'est un peu le message qui nous dit il y a un problème, puis j'essaye de le réparer. Notre corps se débrouille souvent par lui-même pour réparer les petits problèmes qu'on a. On dit que 85%
de nos maladies se soignent par elles-mêmes. Notre corps est un hôpital ambulant. Nous avons des réactions physiques, comme pleurer, même si ce n'est pas triste. On pleure, on est ému. Et ça peut donner l'impression qu'on est connecté à quelque chose qui est au-delà de nous. Quelque chose qui nous dépasse, qui relève de la nature humaine ou encore du fait qu'on est un être vivant en connexion avec cette énergie, en connexion avec l'environnement, avec les autres, avec l'humanité, avec cette réalité extraordinaire. On a parfois des grands frissons qui nous traversent le corps. Ce n'est pas parce qu'on a froid, c'est des frissons qui nous indiquent quelque chose. Je me souviens avoir été en thérapie puis éprouver ces frissons quand une personne me racontait quelque chose sans trop savoir que ce qu'elle me racontait était vraiment important. Un autre livre que j'écris, le dernier, c'est L'homme qui dialoguait avec la nature, c'est Le fou bonifié. Alors, un livre beaucoup plus épais d'ailleurs, plus substantiel, dans lequel il y a le fou qui est en fait rendu Nathan, qui est un homme qui vit une expérience de mort imminente et qui, grâce à cette expérience, se met à dialoguer. Il entend la nature lui parler et la nature lui donne lui enseigne comment retrouver le contact avec la réalité, comment faire en sorte justement que ce monde intérieur le guide. Alors, j'en profite pour vous parler de médiumnité, de télépathie. J'en parle pas dans ce livre-là, mais c'est un peu le symbole quand je dis qu'il entend la nature lui parler. C'est un peu cette capacité d'entendre le langage de la nature comme d'entendre l'autre sans communiquer verbalement. Si certaines personnes sont médiums, soit c'est parce qu'elles ont des capacités exceptionnelles, soit c'est parce qu'on a tous ces capacités-là et qu'on n'y porte pas attention. Alors, je continue de parler de notre grand pouvoir connecté à la réalité, qui est notre instinct. Juste à l'odeur, vous savez, lorsqu'on respire un aliment, on sait à l'odeur si cet aliment il est bon ou il est mauvais pour nous. Avec nos yeux, on peut percevoir qu'un environnement est dangereux ou sécuritaire. Avec nos mains, je trouvais ça cocasse. Je regardais mes mains puis je me disais, comment ça se fait qu'on a des mains aussi développées? Pas comme un sabot de cheval, par exemple. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a une raison pour ça. Et dans une ancienne vie, j'étais massothérapeute, thérapeute psychocorporel. Et je sais qu'avec nos mains, on peut soigner, on peut réconforter, on peut trouver, ressentir des choses. On peut faire vivre des expériences. Nos mains ont un pouvoir simplement de réconforter une personne âgée. Et ça me ramène au début de cette crise, quand on empêchait les proches d'aller voir les personnes âgées. Il y avait quelque chose de tellement contre nature que c'était d'une violence incroyable, telle que je le percevais. Les personnes âgées, et entre autres les personnes qui ont perdu des capacités cognitives, ont besoin de ce contact avec leurs proches. C'est une sécurité affective qui assure une santé de leur système immunitaire. Donc, c'était absurde. Alors, nos mains peuvent soigner en apportant ce réconfort et en renforçant le système immunitaire. Notre voix est une capacité. Alors qu'on a appris à parler de façon monotone, à ne pas exprimer à travers notre voix une émotion, on s'est éloigné du vivant. On utilise pourtant de façon toute naturelle notre voix pour endormir un enfant, par exemple. Puis on change de ton pour le réveiller. On sait ça. On va utiliser notre voix pour séduire un partenaire. J'utilise ma voix lorsque j'essaie d'aider une personne. Je vais ralentir mon rythme. Je vais baisser le ton de ma voix.
Et si je veux passer une information, bien, je vais la monter, je vais accélérer le rythme. Je vais m'arrêter de temps en temps. C'est comme une mélodie. Et d'ailleurs, la musique, c'est ce langage qui nous rejoint émotivement. Et la musique ou le chant a un pouvoir incroyable. Et cette émotion, c'est aussi un pouvoir qui est rattaché à notre instinct, qui fait partie de la vie, qui nous rend vivants. Et comment on a appris à ne pas être émotif, à ne pas exprimer de colère ni de tristesse pour les hommes, par exemple, de colère pour les femmes. Je regarde parfois des animaux établir leur loi, on va dire. Alors, il y a un animal qui est dominant, qui va établir sa loi, pas en tuant un autre animal, mais tout simplement en exprimant avec des grognements ce qu'il veut. Je me questionne sur l'intention qu'il y a derrière cesser d'exprimer nos émotions, cesser d'utiliser ce grand pouvoir de la voix et de nos sens et de notre corps. Notre âme, il y a un moment dans l'information qui circulait, on a laissé penser que l'injection faisait perdre l'âme d'une personne. Ce que j'en pense, c'est que c'est impossible. Une fabrication humaine, même si ça touche l'ADN, ne peut pas faire perdre l'âme qui dépasse notre nature physique. Et d'ailleurs, dans les dernières années, a circulé les expériences de Milgram, par exemple, qui montraient que 80% des gens se soumettaient à une autorité en infligeant de la torture à des participants. Dans une expérience montée là, qui était fausse, mais cette personne, vraiment, elle acceptait une commande, une consigne d'un homme avec un sarrau, donc un scientifique, tout simplement parce que c'est une autorité. Et ça nous a découragés, en fait, quand cette information-là a circulé, parce que 80%, c'est un peu ce qu'on observait à travers la soumission aux injections. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que chaque personne qui participe à ces expériences et qui se soumettent à l'autorité ont aussi, comme nous, une petite voix intérieure qui leur dit « c'est pas correct, ça va pas là d'infliger une torture à quelqu'un ». Ils ont cette voix-là, mais avec l'autorité qui s'impose, ils se soumettent. Alors comprenez que cette âme existe à l'intérieur de chacun de nous et c'est possible de rejoindre cette âme, de la retrouver d'une façon différente de la manière dont on a parlé entre nous dernièrement, avec ces connaissances qu'on a en psychologie, par exemple, au lieu d'argumenter, on va écouter l'autre, et c'est en écoutant l'autre qu'on va lui permettre de partager ses incohérences. Vous voyez, les consignes dites sanitaires étaient remplies d'incohérences, d'absurdité. Mais lorsqu'on apporte un argument, même avec preuve à l'appui, on peut faire peur à l'autre. Et en faisant peur, on la fait se fermer. Si on l'écoute, il n'arrive pas ce qu'on pense qu'il va arriver. On pense qu'on va l'encourager dans son délire, mais ce n'est pas ça qui arrive. Quand on s'ouvre à écouter l'autre, à être patient devant ce que l'autre a à dire, on va lui permettre aussi de s'entendre et parfois de faire face elle-même à ses incohérences. Voilà, j'en ai déjà parlé, on a intellectualisé la réalité et des façons de communiquer par l'art, par la musique, par le chant, par la danse, sont plus propices à nous ramener vers l'instinct que, par exemple, les discours ou les présentations comme je le fais là en ce moment. D'ailleurs, je le dis souvent, je m'espère moins parler dans le futur et plus jardiner avec vous et plus être dans une action qui est connectée à la réalité. Trop de paroles nous étourdit, nous ramène dans notre intellect.
La confiance. Alors bon, pourquoi je dis ça? C'est que si on veut retrouver l'âme, c'est probablement à travers ces médiums-là, comme le chant et la danse, qu'on va y arriver entre nous. D'ailleurs, le 24 juin, on s'est pris dans nos bras et on a fait une chaîne humaine en écoutant l'Alléluia de Leonard Cohen. Et à ces moments-là, il y a effectivement un sentiment très fort d'union qui se crée. C'est ce genre de geste-là qui va favoriser la reprise de notre pouvoir, à mon avis. La confiance. On nous a mis dans la tête qu'on vit dans un monde dangereux, qu'on doit se méfier les uns des autres, alors qu'à la base, on est bienveillant. Et cette confiance, c'est pour moi le socle d'un nouveau jeu qu'on veut proposer, pas un jeu, mais en fait une réalité qui est plus proche du réel. La confiance en soi, en l'autre et dans la vie. On se rend compte quand on voit le plan avancer. Vous savez, toutes ces lois qui sont décidées et qu'on n'arrive pas à arrêter, on peut avoir, tu sais, un certain temps, on peut avoir l'espoir que ça change, que ça s'arrête, grâce à certains personnages qui font partie du show. Et quand on perd cet espoir que ça se fasse dans le système lui-même, ben, pendant un certain temps, on est en déséquilibre, puis on retrouve l'espoir dans l'humanité, l'espoir dans les petites collectivités. Et la confiance dans la vie. Le lâcher-prise qu'on éprouve à ce moment-là nous rapproche, nous ramène à cette confiance qu'on peut avoir dans le dessein intelligent, dans l'esprit de la Terre, qui détermine en grande partie ce qui se passe en ce moment. Alors, la confiance, je réalisais comment on était imprégné de l'inverse. Quand, par exemple, j'ai fait l'expérience en Suède, d'être dans un bistrot, pas trop achalandé, et de laisser ma sacoche, ma bourse, à la table pour aller à la toilette. J'aime bien faire ces expériences-là parce que ça me montre comment je peux marcher les fesses serrées quand je fais ça, comment je peux douter de faire quelque chose d'OK. Je vois bien comment je suis méfiante, moi aussi. Mais quand je le fais, je me prouve et que je reviens et que ma bourse est encore là parce que, évidemment, les gens qui m'ont vu à cette table-là savent bien que s'il y a quelqu'un d'autre qui viendra prendre ma bourse, ben, ils interviendraient, là. Et c'est comme ça, en général, même au Québec, même en France, quand on est dans un bistrot, pas trop achalandé, nécessairement, il n'y a pas personne qui va venir chercher votre bien. Il y a cette gentillesse, il y a ce respect-là d'avance. Mais on nous a vraiment mis dans la tête qu'on doit se méfier, qu'on doit barrer nos portes, qu'on doit barrer nos portes de voiture, barrer nos portes. Et ça arrive d'être volé. C'est sûr qu'il y a des méfaits qui arrivent, mais ils sont beaucoup plus exceptionnels que la vaste majorité de notre expérience sur Terre. Et nos craintes reposent sur le fait que l'argent, qui est quelque chose qui n'existe pas, l'argent, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas réel, c'est pas de la nature, c'est inventé. Comment l'argent a atteint une valeur si importante à nos yeux maintenant, parce qu'on n'a que peur de se faire voler des biens matériels et de l'argent. La confiance en les autres, un autre exemple, il était une époque où, après qu'on ait imposé les masques aux enfants, on leur a permis de l'enlever. Et à ce moment-là, il y a des enfants qui ont décidé de le garder. Et les parents ou des adultes étaient offusqués, étaient quasiment en colère contre eux, ou contre, bien évidemment, l'imposition de cette mesure dite sanitaire. Et je me souviens de discuter à ce moment-là pour faire comprendre que on peut leur faire confiance et que s'attendre à ce qu'ils l'enlèvent aussitôt qu'ils ont la permission de l'enlever, c'est un peu comme lorsqu'on leur a dit de porter le masque et qu'on s'attendait à ce qu'ils le portent tout de suite. C'est pas plus cohérent. Si on vise l'autonomie des enfants, si on vise à ce qu'ils sachent eux-mêmes ce qui est bon pour eux et qu'ils prennent des décisions pour eux,
on doit leur faire confiance, les laisser décider quand ils veulent l'enlever, ce masque-là. Et peut-être que pour eux, ils ont trouvé une forme d'adaptation, une forme de sécurité derrière ce masque à une époque où on s'aime pas, on se trouve pas beau. Faire confiance et les laisser décider et éviter de projeter notre souffrance sur eux. C'est tout un défi de respecter, de faire confiance dans les prochaines générations. On dit qu'on intervient pour eux, mais dans les faits, eux, ils sont confrontés à leur façon à ce monde de contraintes, de surveillance. Et mon impression, je peux pas être sûre de ce que je dis, mais j'ai quand même l'impression que toute forme d'imposition provoque une résistance. Et plus on impose, plus la résistance est forte. Et on peut s'imaginer qu'ils vont résister à leur façon. Peut-être pas de la façon qu'on voudrait, peut-être d'une façon plus subtile. Je ne sais pas, mais ils vont résister. Comme nous, on a su le faire, même si on nous a imposé, par exemple, un dogme religieux. On a réussi à en sortir. L'idée, c'est vraiment d'en sortir pour ne pas retomber dans un nouveau système autoritaire et contraignant. Le don, l'humilité, c'est d'autres attitudes qu'on peut développer et qui est à l'inverse de ce qu'on nous enseigne. On nous dit accumuler le plus de biens possible, voici comment vous allez retrouver une valeur personnelle. Alors, on ne valorise pas le don. Et pourtant, le don, donner, c'est la liberté. Lorsque vous donnez, vous ressentez ce sentiment de liberté. D'abord, le don, c'est un geste qui est politique, parce que c'est à l'encontre de ce qu'on voudrait nous faire croire et qui mène à ce monde compétitif. C'est un geste qui est naturel parce que la nature nous donne, le soleil nous donne, les arbres nous donnent leur oxygène. C'est un geste qui nous ramène à l'essentiel parce qu'on se libère de certaines choses dont on a parfois, souvent, pas besoin. Et c'est un geste aussi solidaire qui nous unit à l'autre, pas dans le sens qu'on attend de l'autre la même chose, mais tout simplement parce que je partage une partie de moi à l'autre et qui crée entre nous de la gratitude. Alors, voilà l'humilité. Dans le livre « L'homme qui dialoguait avec la nature », il y a Héloïse qui dit « Avoir rien, ben c'est, comment elle dit ça? Quand t'as rien à perdre. » Et tout ce qu'on a, et même les titres qu'on a, c'est un spectacle qu'on se fait à nous-mêmes. Tous nos biens, c'est un spectacle qu'on montre aux autres. Mais quand on n'a rien, effectivement, il y a une forme de liberté qu'on retrouve. Les célébrités, les comédiens, vous savez, ceux qui sont nos idoles, c'est quand même, ça m'a impressionné. J'allais à l'épicerie, comme vous pouvez voir près de la caisse les magazines qui ont comme première page des comédiens. Alors, nos idoles, c'est des comédiens. Ça devrait nous parler, ça. Nos idoles, ce n'est pas des gens qui font le bien, c'est des comédiens. Et je voyais bien comment nos médias alternatifs, par exemple, reprennent la même formule que les médias traditionnels en présentant que ce qui ne va pas bien. Les mauvaises nouvelles, les catastrophes, les choses qui nous font peur. Et comprenez que si on continue de faire ça, on va tout simplement reprendre le système d'avant et continuer de montrer au monde qu'on vit dans un univers qui est dangereux et on doit se méfier des autres. Ne parler que des mauvaises nouvelles. La grande question, c'est comment partager des nouvelles qui sont bonnes tout en intéressant les gens, parce que les gens sont attirés encore vers ce qui ne va pas bien. Alors, ce que je propose, ce sont des médias qui présentent des actes vertueux. Qu'est-ce que c'est un acte vertueux? C'est quelqu'un qui fait le bien et qui donne envie de faire le bien. Des choses simples, vous faites une action, vous ouvrez la porte à quelqu'un qui est derrière vous quand vous entrez dans un commerce, mais ce geste de gentillesse, il donne envie à la personne de faire
quelque chose de gentil aussi. Tous ces actes vertueux, héroïques à la limite, l'héroïsme positif, c'est un acte vertueux qui est contagieux, qui donne envie de le faire. Alors imaginez si nos médias ne se concentreraient que sur ce qui est en majorité le cas, c'est-à-dire en majorité, il y a des bonnes actions qui sont faites. Il y en a bien plus que des mauvaises actions. Des actions criminelles, par exemple, c'est des exceptions. Mais comprenez pourquoi nos bulletins de nouvelles reposent sur des actions exceptionnelles qui concernent des crimes et l'effet que ça a sur nous. On peut mieux contrôler un peuple qui a peur. Un peuple qui a confiance les uns avec les autres est difficile à contrôler. Alors, comment je vais terminer cette... Comment je vais terminer cette vidéo? Qui est la dernière d'une suite de vidéos qui porte sur la conférence que j'ai donnée en juin 2024 au Québec et dans les mois précédents en Europe. Je nous souhaite à chacun de nous libérer de ce monde non réel pour retrouver notre authenticité, faire confiance de nouveau à notre pouvoir intérieur, faire confiance à l'autre, faire confiance surtout à la vie, à cette intelligence de la vie qui est déterminante beaucoup plus que des actions de certains humains. Ils ont très peu de pouvoir seulement d'intimider, de nous faire peur. Et malgré ça, on voit que les gens continuent de s'aimer, de s'entraider. L'amour, c'est probablement ce qui est le plus important pour les gens, malgré toute la violence qui se vit. Bien sûr qu'on peut susciter des comportements agressifs en faisant peur aux gens. Mais comme je le dis, je le répète, il y a beaucoup plus d'actes bienveillants sur Terre, dans l'humanité, que ces gestes violents exceptionnels. Voilà. Merci d'exister.